Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 22 octobre. Toute l'actualité près de chez vous, reportage, interview, portrait et votre météo à venir. Premier regard ce soir sur le déplacement à Madagascar de la délégation de Fight AIDS Monaco avec la princesse Stéphanie dans un pays toujours durement touché par le VIH. À ses côtés, Christophe Glasser, le directeur de l'association engagé dans le soutien dans la lutte contre le sida dans ce pays, sera notre invité dans un instant. Le mystère des anneaux au fond du Cap Corse, bientôt révélé. Imaginez 1 millier de marques rondes quasi identiques qui ont été répertoriées à 100 mètres de profondeur par Laurent Balesta et ses équipes. Le biologiste marin et explorateur devrait nous en dire plus ce soir sur ce phénomène inédit. Tout comme nous nous intéresserons également à la sauvegarde du corail au large de nos côtes. Et pour débuter ce journal, les banquiers et financiers de la place s'étaient rassemblés ce midi autour d'un déjeuner organisé par l'Association monégasque des activités financières. Présent pour l'occasion, le ministre des Finances et de l'Économie, Pierre-André Chiappori, s'est montré rassurant, notamment suite au passage de Monaco sur la liste grise du GAFI. Les explications de Sarah Inkari, Jean-Alexandre Dordet et Alexandre Gougassian. C'est un rendez-vous organisé régulièrement par l'AMAF. Ce déjeuner permet de rassembler des membres de l'association et des experts comptables pour aborder les questions d'actualité. Et qui dit actualité financière dit GAFI. Le passage de Monaco sur la liste grise du groupe d'action financière en juin dernier n'a pas été sans conséquences. Cet ajout de réglementation et de contrôle qui pèse sur les banques aujourd'hui, nécessairement ne facilite pas l'accès aux comptes. Il n'en demeure pas moins que l'accès aux comptes est une notion tout à fait essentielle, importante, et pour laquelle, aujourd'hui, les efforts doivent être partagés. Non seulement entre des banques, mais les banques qui doivent respecter leur réglementation, mais également les clients ou les assujettis, et le gouvernement, qui doit également apporter sa part de soutien et d'aide en cas de nécessité. Du côté du gouvernement, justement, le ministre des Finances et de l'Économie se veut encourageant. Vous pouvez rencontrer des professionnels de la banque pour souligner le fait que leur activité est complètement essentielle. Elle est littéralement la clé de voûte de toute activité économique, l'utilisation d'un compte bancaire. Nous avons des problèmes d'un certain nombre de personnes qui, par exemple, veulent s'installer à Monaco et ont des difficultés à ouvrir un compte bancaire. Et évidemment, il y a deux impératifs à concilier. D'une part, il faut redoubler de prudence et être extrêmement soigneux dans les gens ou les entreprises à qui on autorise l'ouverture d'un compte. Mais d'un autre côté, il faut faire très attention qu'un excès de prudence ne vienne pas nuire à l'économie. Et c'est vraiment le message que je voulais passer. Pierre-André Chiappori a rappelé les efforts entrepris par Monaco et soutient une sortie de liste grise en juin 2026. La princesse Stéphanie effectue actuellement une mission dite de terrain à Madagascar, accompagnée d'une équipe de Fight AIDS Monaco ainsi que de la directrice de l'ONU-SIDA. Elle est allée à la rencontre des acteurs de la lutte contre le VIH dans ce pays toujours très impacté et où le taux de pauvreté est également très important. Nous allons retrouver sans plus tarder sur place Patricia Navarro et Sylvain Peroumal. Cette visite, Patricia, s'inscrit dans le cadre du 20e anniversaire de Fight AIDS Monaco. Oui, l'association créée par la princesse Stéphanie a vu le jour en 2004. Et pour remonter le temps, en quelque sorte, mais surtout pour réaffirmer son engagement dans la lutte contre le sida à Monaco, mais aussi au-delà des frontières, la princesse Stéphanie a souhaité se rendre dans le premier pays qu'elle a visité après avoir été nommée ambassadrice de l'ONU-SIDA. C'était en 2007, ici même à Madagascar. Elle a retrouvé aujourd'hui des acteurs majeurs de ce vaste combat, l'association CISAL, dont la mission est d'intensifier l'accès des populations les plus à risque aux services de prévention et de prise en charge des maladies sexuellement transmissibles et du sida. C'est à travers 3 dispensaires que l'association CISAL intervient à Madagascar. Le plus récent se trouve dans la capitale, à Antananarivo. C'est ici que sont reçues en consultation les personnes souhaitant se faire dépister ou être prises en charge lorsqu'elles sont porteuses du VIH. Avec l'aide de Fight AIDS Monaco et du gouvernement monégasque, elle bénéficie d'un suivi et d'un soutien social également. Cela passe par une aide alimentaire ou un soutien scolaire et psychologique, car le maître mot est de favoriser l'autonomisation de toutes ces personnes en grande précarité et qui doivent faire face à de la stigmatisation.
Chaque fois que Son Altesse vient à Madagascar, elle vient toujours visiter CISAL. Donc je dirais c'est un soutien essentiel pour notre association, pour mettre en lumière, pour parler, pour échanger, pour partager aussi des expériences et pour parler des bonnes pratiques de CISAL et des bonnes pratiques qui sont faites aussi à l'extérieur. Avec la volonté de diversifier les projets d'accompagnement menés par CISAL, FightAids a également pris en charge la formation de 27 jeunes. L'association monégasque contribue à leur formation pour leur permettre ensuite de s'insérer dans la société et le monde du travail. À travers ce programme, on essaie de développer les compétences des jeunes pour qu'ils puissent devenir autonomes, c'est-à-dire trouver des stages et s'insérer en entreprise et trouver du travail après. L'idée, c'est qu'ils ne puissent plus dépendre de qui que ce soit et qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Le coup de pouce venu de la Principauté est donc précieux pour l'association CISAL et c'est bien toute l'ambition de FightAids Monaco que d'être un acteur engagé de la lutte contre le sida, mais pas seulement à Monaco. Et si la princesse Stéphanie a accepté d'être l'ambassadrice de bonne volonté de l'ONU-SIDA en 2006, c'était aussi pour apporter sa notoriété et sa voix à un combat qui a besoin de ne pas être oublié et d'être mis en lumière dans le monde entier et tout particulièrement à Madagascar. First of all, I wanted to show solidarity with Princess Stephanie. She's done so much to fight HIV/AIDS around the world and in partnership with us. For me, it was an act of solidarity to stand next to her as an ally. But secondly, it was because when we come together and stand together, like I said, we send a strong message to the government that we are supporting them in this fight, and they need also to put their best foot forward and support their people. Madagascar isn't doing well. Madagascar's infections are rising, deaths are rising, where everybody else in East and Southern Africa is reducing them. Et à Madagascar, chaque année, 20 000 personnes sont accueillies par l'association CISAL. Lors de sa visite au dispensaire, la princesse Stéphanie a pu s'entretenir longuement, vous l'avez vu, avec les personnels de l'encadrement, mais aussi des bénéficiaires. Ces échanges offrent de part et d'autre un partage d'expériences qui servira non seulement à CISAL, mais aussi à FightAids Monaco. C'est notamment lors d'une visite à l'étranger que la princesse Stéphanie avait trouvé des sources d'inspiration pour innover dans la lutte contre le sida. Elle a eu, par exemple, l'idée de créer la maison de vie à Carpentras ou de mettre en place l'opération Test in the City. Et lors de cette visite à Madagascar, la princesse Stéphanie s'est également rendue dans le service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de la capitale malgache. Elle était accompagnée sur place du tout nouveau directeur de l'association FightAids Monaco, qui ce soir est en duplex avec nous. Bonsoir Christophe Glasser. Bonsoir. Pourquoi tout d'abord avoir choisi de revenir à Madagascar ? C'est un pays particulier dans le cadre de notre soutien. Et puis Madagascar étant le premier pays d'intervention, la princesse Stéphanie a souhaité revenir sur les traces de sa première mission pour FightAids Monaco. Et plus particulièrement ici, à CISAL ? Oui, CISAL, c'est le plus gros projet pour l'association. C'est là où aussi on a le plus de projets pilotes. Et puis aussi avec cette approche globale, c'est-à-dire de la petite enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Aucune population n'est oubliée dans cet accompagnement. Comment choisissez-vous vos partenaires de terrain ? Alors les partenaires de terrain, c'est aujourd'hui des partenaires plutôt historiques. Ils ont été choisis à l'époque, il y a quelques années, en collaboration avec la coopération internationale, et en l'occurrence Frédéric Platinic, quand il en était directeur, où il a embarqué avec lui pour la première fois Hervé, le directeur à l'époque de FightAids, pour lui faire découvrir et voir avec FightAids Monaco ce que Monaco pouvait faire en termes de soutien concernant le VIH. Ce qui est très pertinent à Madagascar et dans cette association, c'est qu'il y a, Christophe Glasser, une approche globale. Oui, cette globalité où on appuie sur des projets de soutien à la scolarisation avec Children and Future en partenariat.
ou sur la réinsertion avec les jeunes, j'en parlais tout à l'heure, où là, on va essayer de leur apprendre des métiers qui sont pertinents, des métiers qui sont porteurs pour demain, mais aussi qui sont tournés sur l'environnement. Et puis, cette approche globale avec l'accompagnement de toutes les personnes qui vivent avec le VIH à Madagascar. Ça part du test à la prise en charge jusqu'à l'accompagnement du quotidien. Il est important de se rendre régulièrement, j'imagine, sur place aussi pour voir comment les fonds sont utilisés et bénéficier également de ce précieux retour d'expérience, non ? Oui, alors c'est pas tant pour le contrôle parce que ça, tout au long de l'année, les équipes de Fight-Aids Monaco, en collaboration avec les équipes de terrain, mènent un fabuleux travail de suivi. Mais les missions, c'est davantage pour venir prendre la température sur site, voir comment on déploie notre énergie, comment on déploie les financements, comment on va pouvoir aussi adapter notre accompagnement. Ce qui était valable il y a 10 ans ne l'est peut-être plus forcément aujourd'hui. Et donc ces missions de terrain, elles sont essentielles pour se rendre compte du quotidien des personnes sur le territoire. Vous êtes l'un des premiers témoins de l'engagement de la princesse pour les personnes qui vivent avec le VIH. L'avoir ainsi échangé, écouté, agir, c'est inspirant ? Oui, c'est plus qu'inspirant. C'est plus qu'inspirant parce que malgré sa position, malgré la toute petite taille de Monaco, c'est une énorme générosité qu'elle déploie. Dans le cadre de l'organisation de cette mission, vraiment, son objectif, c'était le terrain. Aller à la rencontre des populations, aller à la rencontre de ce que vivent les gens tout au long de l'année. Et la voir, comme vous disiez, au contact de ces personnes, prendre le temps des discussions, c'est assez fabuleux, c'est inspirant pour le quotidien de Fight-Aids Monaco. Et puis, voir cette générosité, aussi cette parole qu'elle porte de dire non à la stigmatisation, oui, évidemment, c'est plus qu'inspirant. Et enfin, quels sont les autres programmes à l'étranger qui bénéficient de l'aide de Fight-Aids Monaco ? Sur l'ensemble des pays où Fight-Aids Monaco intervient, on peut citer donc Madagascar, l'île Maurice, l'Afrique du Sud et le Burundi. Donc ça, c'est les projets que nous portons à l'année avec le concours de la Direction de la coopération internationale. Et puis, plus ponctuellement, certains pays dans des conditions particulières où là, il faut apporter une aide d'urgence. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce soir sur Monaco Info. Merci à vous et bonne soirée. Et on revient vers notre Méditerranée et nous vous emmenons ce soir au cœur d'une initiative scientifique toujours fascinante, la naissance de bébés coraux. On le sait malheureusement, les récifs coralliens essentiels à l'équilibre de nos océans subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Les chercheurs du CSM redoublent donc d'efforts pour tenter tout simplement de les sauver. Une expérience menée entre plusieurs organismes, d'un côté l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer, et puis de l'autre par exemple l'unité de recherche CSM Chanel, et également la Fondation Prince Albert II. Le reportage est signé Vanessa Dessy avec des images de Julien Laugier. La préservation des récifs coralliens est un enjeu crucial face au changement climatique et à la dégradation des océans. Pour y remédier, les scientifiques du CSM développent des techniques de reproduction innovantes permettant la naissance de bébés coraux. Cette reproduction, elle a lieu dans des grottes in situ qui sont localisées dans les eaux territoriales de Monaco, à 40 mètres de profondeur à peu près. On a présélectionné des colonies mâles et des colonies femelles et on a mis un différent ratio de colonies mâles et de colonies femelles dans chaque grotte. D'abord pour comprendre quel était le ratio qui était le meilleur pour obtenir le plus de larves, on va dire, et de nouvelles recrues possibles. On s'est rendu compte que le meilleur ratio, c'était d'avoir beaucoup plus de colonies femelles que de colonies mâles. Nous avons obtenu une ponte énorme et 200 petites recrues de corail qui sont venues se fixer au plafond de la grotte. Les chercheurs souhaitent perfectionner l'expérience, mais cultiver des coraux n'est pas son défi. Les scientifiques doivent surmonter plusieurs obstacles.
Un défi plongée puisqu'il faut entretenir ces grottes à 40 mètres de profondeur en recycleur, sinon on n'a pas le temps de faire le travail. Et de comprendre en fait cette reproduction et les besoins qu'a le corail rouge pour se reproduire et pour former ses larves. Face à la destruction massive des récifs coralliens, la reproduction offre une lueur d'espoir. Cette technique permet de créer des bébés coraux dans des conditions contrôlées, leur donnant ainsi une chance de croître une fois réintroduits dans leur habitat naturel. On va passer à une autre étape de voir peut-être avec de la nutrition comment on peut augmenter la croissance de ces petites recrues dans nos grottes. Le corail rouge est une espèce qui grandit très faiblement, à peu près de 1 mm par an. Mais on espère pouvoir au moins doubler la croissance de ces petites recrues en apportant de la nourriture ou d'autres éléments essentiels. Et ensuite, on espère bien pouvoir réintroduire ces petites boutures de corail dans leur milieu naturel. Ce travail sur la reproduction des coraux pourrait bien être une des clés pour restaurer les récifs endommagés. Mais les chercheurs du Centre scientifique de Monaco ne s'arrêtent pas là. En parallèle, ils mènent des études sur les coraux tropicaux, particulièrement touchés par le blanchiment dû à la montée des températures. Et on continue ce soir notre moment plongé avec cette fois une incroyable découverte au large du Cap Corse où Laurent Balesta, biologiste marin, chercheur, conteur, explorateur et ses équipes analysent depuis des mois des traces retrouvées tout au fond de la mer de mystérieux anneaux, plus d'1 millier. Hier, Laurent Balesta a présenté en avant-première le fruit de ce travail de longue haleine au musée océanographique, un film documentaire intitulé Cap Corse, le mystère des anneaux. Il a bien voulu s'arrêter pour nous un instant sur cette découverte pour le moins surprenante. Bonsoir à vous. Bonsoir. Quelle découverte, ce mystère des anneaux au Cap Corse. On a du mal à y croire qu'on découvre seulement maintenant ces fameux anneaux, ce fameux mystère. Qu'en est-il? Qu'avez-vous découvert depuis simplement les inscriptions au sol? D'abord, ça a été découvert il y a quand même presque 14 ans maintenant, 2010. Simplement, d'abord, c'est un lieu qui est isolé au large du Cap Corse, 20 km des côtes, 120 mètres de profondeur. Donc le site est plutôt inaccessible. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il était très attirant. Vous avez compté combien d'anneaux là-bas, Laurent? Ces anneaux, évidemment, on les a cartographiés, donc on a pu les comptabiliser. Alors, je ne veux pas tout divulgacher de ce qui est dans le film, mais oui, il y en a plus de 1000 de ces anneaux. Ils font en général plus de 20 mètres de diamètre. Et surtout, il y en a nulle part ailleurs dans le monde. C'est ça qui m'a aussi beaucoup excité et tenu en haleine pendant ces presque 4 années d'expédition chaque été. Aucun phénomène dans le monde entier, vous dites, c'est hallucinant. Il y a donc un vrai mystère. C'est plus qu'un symbole, le mystère des anneaux, là. Non, c'est pas un symbole. Après, il n'y en a pas jusqu'à preuve du contraire. Il faut quand même garder à l'esprit que qu'est-ce que l'on connaît des fonds marins aujourd'hui sur Terre, si ce n'est l'étendue de notre ignorance. Donc, il y a peut-être d'autres anneaux, mais à ma connaissance, à la connaissance de grands spécialistes avec qui on a travaillé sur ce projet, non, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc, c'est pour ça que c'était très, très excitant, très attirant d'essayer de comprendre. Voilà, ça a pris plus de temps que prévu parce que naïvement, je croyais résoudre ce mystère en une expédition pendant l'été 2021. Et vous voyez, on est en 2024 et il n'y a que maintenant qu'on va pouvoir raconter l'histoire, l'origine et la singularité de ces drôles de formations. Il y a eu combien de missions au total ? Il y a eu 4 missions au total, on peut même dire un peu plus. Enfin, en tout cas, il y a eu 4 saisons, 4 étés passés là-bas et quelques missions intermédiaires de cartographie. On a même envoyé un drone marin autonome, le DRIX, depuis La Ciotat avec la société X-Sail, qui a envoyé cet engin qui est parti de La Ciotat tout seul en autonomie, continuer à faire de la sismique pour essayer de sonder non pas le fond marin, mais le sous-sol marin pour essayer de comprendre ce qu'il y a en dessous de ces anneaux. Enfin, sur 4 années, on a
tout ce qu'on a pu essayer de faire pour comprendre, on l'a tenté. Et on a eu régulièrement, on a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions, mais on a eu aussi de grandes révélations, de grandes surprises. En particulier, on faisait une plongée en profondeur, mais on s'est aperçu qu'on faisait aussi un voyage dans le temps, que ce mystère nous a ramenés jusqu'à l'époque glaciaire. Et ça, c'était une sacrée découverte. Vous avez trouvé quoi au fond? C'est la couleur des algues? C'est ce qui plus au fond, vous avez des sous-marins, vous avez creusé en dessous? Oui, alors après, il y a aussi, d'abord, il y a l'origine de ces anneaux qui est très mystérieuse et que forcément, j'ai pas envie de spoiler, vous l'avez dit, maintenant. divulgacher. Mais par contre, ce qui était merveilleux, c'est la biodiversité associée. Ça, c'est quelque chose d'aujourd'hui. À la fois, ces anneaux nous viennent d'un passé lointain, voire même très lointain, mais en même temps, ils hébergent une biodiversité d'aujourd'hui, mais qui est particulière, qui est singulière. Les grandes gorgones blanches que j'ai vues pousser sur le noyau de ces anneaux, je ne les avais jamais vus ailleurs. Les coquillages qu'il y avait à l'intérieur même de ces gorgones, je ne les connaissais pas non plus. Tout ça, si vous voulez, ça a été un long chemin pour les comprendre, mais ce n'a pas été un chemin aride. Toutes ces 4 années ont été riches de découvertes naturalistes. Et tous les corps de métier dans ce domaine ont été, j'imagine, sollicités. Ah oui, des géologues, des géophysiciens, des climatologues et surtout des paléoclimatologues, c'est-à-dire les spécialistes des climats du passé de la Terre et des océans. Non, il a fallu beaucoup. On a vite compris, heureusement qu'on l'a compris tôt, qu'on était complètement dépassés. Nous autres biologistes marins, quand je dis nous, c'est l'équipe des expéditions Gombessa d'Andromède Océanologie, on était dépassés par tout ce qu'il fallait comprendre sur ces anneaux. Et quand vous dites nous, c'est plusieurs personnes qui vous ont aidé à faire ce film que vous avez présenté au musée. Une trentaine de chercheurs de plusieurs nationalités ont participé à la mission scientifique. Et en plus, par-dessus ça, il faut rajouter toute la partie technique de ces plongées très engagées, une quarantaine de personnes, et puis l'équipe de tournage qui réduite à 5-6 personnes, mais qui nous a suivis comme ça pendant 4 années presque. Et on pourra voir le film dans combien de temps sur une autre chaîne de télé, peut-être une chaîne européenne? Alors, oui, sur la chaîne Arte. Je pense que ce sera au cours du premier trimestre 2025. Oh là là, bon, on vous rappellera parce qu'on a envie de tout savoir, hein, bien sûr. C'est une vraie enquête qu'on vous dévoile ce soir sur Monaco Info avec ces cercles. Combien y en a-t-il déjà, vous m'avez dit? Plus de 1000. Ah oui, c'est fou, plus de 1000. Et c'est une première dans le monde, vous l'avez dit. On va chercher ce mystère des anneaux au fond du Cap Corse. Le Cap Corse, le mystère des anneaux. Le film avec toute l'équipe de Laurent Balesta, c'est un moment magique que vous avez fait vivre ce soir sur Monaco Info. Merci à vous en tout cas. Je vous en prie, au revoir. Comme chaque année, d'ici 1 mois et demi, le pays prendra une dimension féerique grâce aux décorations et illuminations de Noël. Une magie appréciée des petits comme des grands, et ce grâce à la mobilisation dès le mois d'octobre des équipes de la mairie de Monaco. Sarah Incari et Alexandra Marangoni sont allées à la rencontre de ces hommes de terrain. Le soleil est au beau fixe et le thermomètre affiche 22 degrés à l'ombre. C'est dans ces conditions estivales que les équipes de la mairie ont commencé à installer les illuminations de Noël. Cela peut paraître tôt dans l'année, mais le travail des 8 électriciens missionnés est conséquent. 500 pièces doivent être posées, alors 6 semaines, ce n'est pas trop. Oui, on ne s'en rend pas compte parce que même certaines personnes nous disent « mais c'est bizarre, vous commencez maintenant ». Mais oui, effectivement, on commence maintenant parce qu'on commence même avant. Puisque déjà au mois d'août, on a certains matériels qu'on installe pour justement préparer. Et puis après, on a aussi du matériel qui arrive. Donc des fois, il y a du retard. Alors on essaye toujours d'avoir un petit peu d'avance pour éviter d'être dans le rush le jour J. Avec cette nacelle, l'équipe peut facilement parvenir aux endroits les plus difficiles d'accès pour garnir les façades et les rues de Monaco. D'ailleurs, à quoi peut-on s'attendre cette année en termes de motifs ? On a du matériel, on sait en gros ce qu'on va faire. Après on laisse un petit peu de suspense aussi pour les gens, pour qu'ils voient eux-mêmes si eux-mêmes voient une différence par rapport aux autres années. Mais oui, il y aura des choses en plus dans certaines rues. Il y aura des arbres qui seront décorés. Il y aura d'autres motifs. Donc, et puis il y aura bien évidemment le village de Noël. Donc là aussi, encore une nouveauté, puisque chaque année c'est un village différent. Et ce décor enchanteur n'empêche pas la prise de conscience écologique avec le passage des ampoules incandescentes aux ampoules LED, ni même l'application stricte des mesures de sécurité. Ce sont les précautions de base pour un électricien, puisque avant tout nous sommes électriciens.
Donc les mesures de sécurité pour éviter d'avoir des accidents, bien évidemment, parce que l'électricité, ça ne pardonne pas. Et puis de faire en sorte que ce soit bien fait pour qu'il n'y ait pas de panne. Et pour éviter justement, surtout en gros, d'avoir de problèmes avec des gens. Donc éviter que les personnes s'électrocutent ou se fassent mal tout simplement avec nos installations. Donc faire très attention à ça. Si plusieurs secteurs ont déjà été habillés, comme la rue Grimaldi, la place des Bougainvilliers, la promenade Honoré II ou encore la place Sainte-Dévote, le clou du spectacle est attendu sur la place d'Armes avec l'indétrônable sapin de Noël. Mais il faudra patienter encore un peu pour voir la ville s'illuminer. Le lancement officiel est prévu le 30 novembre. Et comme chaque année, la mairie de Monaco offre aux monégasques et résidents de tout âge la possibilité d'assister gratuitement à plusieurs spectacles dans le cadre de la fête nationale. Dès le mercredi 13 novembre, de 14h à 18h30, place à la fête des enfants, à la salle Léo Ferré, structure gonflable pour tous, atelier, pêche au canard, cabane foraine et jeux géants en bois. Le lundi 18, à 20h, spectacle de pas moins de 800 drones dans le ciel de la Principauté, et à 21h, le concert de la chanteuse Nicoletta, toujours à l'espace Léo Ferré, où le lendemain, c'est l'artiste Yann Folly à 18h qui lui succédera sur cette même scène. Le retrait des invitations se fera dès le mardi 5 novembre à la mairie ou, si vous le souhaitez, à l'espace Léo Ferré. Sans oublier, bien sûr, l'incontournable fête nationale le 19 qui se déroulera également au marché de la Condamine avec toute la matinée une dégustation des spécialités locales et à midi, un stockfish géant sera servi. On terminera même en musique la soirée sur le marché ce 19 novembre, tout comme la foire d'attractions qui, quelques mètres plus bas, fermera ses portes en soirée. Quant au traditionnel opéra, pour le gala du 19 novembre, l'affiche de ce soir-là sera La Bohème de Giacomo Puccini au Grimaldi Forum. Les 5 ans de l'Hercule Fitness Club, c'était hier soir, l'occasion de venir tenter l'expérience, découvrir entre autres le spinning, le body combat ou d'échanger tout simplement avec les coachs et d'adhérer à cette grande famille sportive de la très fréquentée salle de sport, l'Hercule Fitness Club. Depuis 3 ans, le parc Princesse Antoinette commence en octobre son ramassage des olives, afin d'un côté de nettoyer le parc et de l'autre, par la même occasion, de produire une huile d'olive 100% locale. Gaëtan Lebrun, Lionel Bernardi ont suivi la fabrication de cet or vert. Après la récolte des olives du parc Princesse Antoinette en début de semaine, la mairie de Monaco, sous la supervision du chef jardinier Frédéric Sidorov, a continué sa production annuelle d'huile d'olive. Un peu plus de 300 kg d'olives ont été déposés ce matin au moulin des Escaillounes à Contes, où les olives sont passées d'une machine à l'autre pour y être effeuillées et broyées avant d'y extraire l'huile afin de les ramener en principauté. Alors il faut savoir que ça fait maintenant à peu près 3 ans qu'on fait la cueillette des olives au parc. Nous, on fait le nettoyage normal du parc. Après, le ramassage, c'est un peu exceptionnel. C'est vraiment sur une période bien précise. Donc là, on le fait mi-octobre. On aurait pu attendre un petit peu, mais déjà sur cette période-là, elles sont un peu vertes, les olives. Mais bon, c'est une bonne période parce qu'après, elles vont tomber. C'est-à-dire que là, le risque, c'est si on attend trop, vu qu'on ne peut pas mettre les filets vu le public, les olives tombent. Et puis une fois qu'elles sont par terre, et touche le sol, tout ça, on ne peut pas les ramasser, forcément. Une année riche en olives pour les 200 arbres du parc Princesse Antoinette et pour la Principauté qui a largement battu son record de 10 litres produits l'an passé. Et cette année, bon, c'était une année assez prolifique au niveau des olives. Donc on est à peu près, grosso modo, entre 300 et 350 kg d'olives. Et donc là, on va voir combien on peut obtenir de litres d'huile parce que c'est à peu près du 10%, on va dire, d'huile par kilo d'olive. Voilà, donc si on est à 300 kg, on va dire qu'on est à peu près à 30 litres d'huile. Voilà. La mise en bouteille se fera la semaine prochaine au parc Princesse Antoinette avec des étiquettes Made in Monaco. Les bouteilles seront ensuite redistribuées aux élus et aux différents services de la mairie de Monaco afin de faire profiter un maximum de personnes de ce produit local. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Frédéric Elion, bonsoir. Le temps sera variable, Christophe, mais globalement ensoleillé. La journée sera partagée entre éclaircies et passages nuageux. Côté température, il fera 18 degrés le matin et 21 l'après-midi, mercredi 23 octobre. Ce sera la Saint-Arnoux. Comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour, avec la foire attraction qui bat son plein, baignée par cette belle période d'été indien en ce moment. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.